Ce qui est courant, la révolution est à l'origine de tous nos maux, de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes et de toutes les défis que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et moi, au fait, c'est des choses que j'avais écrites depuis bien avant la Révolution, depuis le début des années 2000, depuis la fin du siècle passé. Et j'avais dit, et je n'étais pas le seul, il faut le dire, on était beaucoup d'économistes tunisiens à dire que le modèle de développement s'est essoufflé. C'est-à-dire que c'est un modèle de développement qui est basé sur un certain nombre de principes, notamment une certaine insertion basée sur les coûts faibles de main-d'œuvre. Donc ça, c'était du point de vue industriel. Sur le côté énergétique, c'est aussi un modèle de développement qui était basé sur les énergies fossiles. On avait pas mal de pétrole qui nous permettait non seulement de subvenir à nos besoins, mais aussi d'exporter. Donc c'est un modèle aussi qui avait une sorte de contrat social avec un rôle très important de l'État en matière de subvention des biens de première nécessité, mais d'autres types de subventions. Donc l'ensemble de ce dispositif, au fait, a commencé à connaître des difficultés, au fait, dès les années 90. Et au début des années 2000, c'était vraiment le moment où il fallait impérativement opérer les réformes nécessaires pour changer de modèle, passer à d'autres sources d'énergie, passer à d'autres types d'industries basées sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux secteurs émergents, ce qu'on nous appelons aujourd'hui l'industrie 4.0. Donc il y avait un certain nombre de transformations, de mutations que nous n'avons pas été en mesure de faire. Déjà dans les années 2000. Les années 2000, et je pense qu'on n'a pas été en mesure de faire parce que le régime de l'époque était vraiment à bout de souffle. Il n'était plus capable de porter, je pense, de grandes réformes. Dans la Révolution, face à ces difficultés structurelles, l'ancien régime et la Tunisie est parvenu à maintenir les grands équilibres macroéconomiques. Nos déficits étaient très bas. On avait un déficit du budget qui était autour de 1%. Le déficit de la balance courante était faible. L'inflation était très faible. Le dinar se maintenait quand même. Donc voilà, une économie avec des difficultés structurelles, mais qui parvenait à maintenir ces grands équilibres macroéconomiques. C'était la situation avant la Révolution. Après la Révolution, en fait, ce qui s'est passé, ou l'impact négatif, je dirais, de la Révolution, c'est que les grands équilibres macroéconomiques qu'on a réussi à maintenir vont véritablement se détériorer. C'est-à-dire, on va assister à l'augmentation des déficits publics, on va assister à l'augmentation du déficit de la balance de paiement, balance courante, balance de paiement, on va assister à une augmentation de l'inflation, qui pour d'autres économies en voie de développement, 7%, ce n'est pas une catastrophe. Mais pour nous, Tunisiens, dans notre histoire économique, l'inflation n'a jamais dépassé 3%. Donc c'est pour ça, 7%, c'est énorme pour nous. Le dinar, qui a toujours maintenu une certaine stabilité, bon an, mal an, commence à connaître une dérive et une détérioration qui est très importante. Ensuite, un niveau d'endettement que nous n'avons jamais connu. La politique économique, comme vous le savez, est composée de plusieurs choses. Vous avez la politique de change, vous avez la politique budgétaire, vous avez la politique monétaire, ces différents outils de la politique économique. Et on explique aux étudiants, les différents outils rentrent ensemble. C'est-à-dire, en même temps, tu mets en place une politique budgétaire, une politique monétaire et une politique de change. Et c'est ce que les économistes appellent le policy mix. Vous savez, l'économie est maintenant très anglo-saxonne, donc on utilise beaucoup. Le policy mix, c'est quoi? C'est le mélange de politique économique. Et on insiste sur une chose pour les étudiants, on leur dit un des premiers critères de réussite d'une politique économique, c'est la cohérence du policy mix. Il y a quelques mois, la Banque centrale a opéré une forte augmentation des taux d'intérêt, et qui était justifiée, ou la Banque centrale en tout cas l'a justifiée, par l'augmentation de l'inflation, et qu'il fallait impérativement faire face à l'inflation. Bon, moi, ça n'a pas été ma position. Regardez la loi de finances 2019. Loi de finances 2019, le budget d'investissement, il est de 6 milliards. C'est un des budgets d'investissement les plus importants, et quelque chose que je pense est positif.
Et donc la politique budgétaire est une politique expansionniste. Yani, tu as d'un côté une politique budgétaire dont l'objectif c'est de pousser l'économie, de relancer l'économie, et tu as de l'autre côté une politique monétaire restrictive dont l'objectif c'est de réduire le fonctionnement de l'économie. Donc yani, les effets s'annulent, et du coup on se retrouve dans une situation où l'économie tourne un petit peu en rond. Concrètement, découle de l'indépendance de la Banque centrale, mais concrètement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le gouverneur de la Banque centrale, y compris de la Fed, la Banque centrale américaine, il ne s'enferme pas et refuse de prendre au téléphone le président américain ou le ministre des Finances. Les choses se font en parfaite cohérence et en parfaite intelligence. Sans oublier, en Tunisie, on a un conseil d'administration, et ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale qui prend les décisions, c'est le conseil d'administration. Il ne faut pas oublier que dans le conseil d'administration de la Banque centrale, le gouvernement est représenté. Le gouvernement peut dire non à un choix ou à une décision, à une proposition du gouverneur de la Banque centrale. Donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr que ce débat existe, que cet échange existe, et je ne suis pas sûr que ces décisions sont prises en intelligence ou là en cohérence. Je suis sûr que le débat existe, la discussion existe, mais sur les grands choix, moi ce qui m'intéresse, c'est sur les grands choix. Est-ce que le choix du relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale, par exemple, a été discuté par le ministre des Finances et par le chef du gouvernement? Une grande question. On a de grands équilibres macroéconomiques qui sont en train de se détériorer. Moi, je discutais vendredi avec des investisseurs. Ils sont très inquiets sur l'évolution de l'économie tunisienne. Pas immédiatement d'accord, mais en 2020, en 2021. C'est-à-dire, il y a une grande inquiétude si cette tendance ou cette fuite en avant des grands équilibres du déficit budgétaire, qui connaît quelques améliorations, mais du déficit de la balance commerciale et de la balance courante, qui connaissent une véritable dérive avec comme corollaire l'augmentation de l'endettement. Donc ça, c'est vraiment une grande inquiétude et c'est important de maîtriser ces grands équilibres. Ça doit être la priorité, je pense, numéro 1 du gouvernement. La deuxième priorité de mon point de vue, c'est la relance de l'investissement. Et ça, c'est vraiment une panne. Il y a un attentisme très important de la part des investisseurs. Et je crois que c'est le rôle du gouvernement. Investissement privé, bien évidemment. Il faut que le gouvernement, une fois pour toutes, comprenne que ce n'est ni la loi sur l'investissement qu'il avait faite en 2016, ni la dernière loi transversale qui va pousser ou booster l'investissement. Il y a des politiques qu'il faut mettre en place, il y a de grands travaux qu'il faut mettre en place, il y a une vraie, aujourd'hui, panne de l'investissement que les lois ou les mesures législatives n'arrivent pas à dépasser. Et c'est important de s'occuper de l'investissement parce que je pense que la meilleure locomotive de la croissance, il y a deux choses. Moi, j'ai discuté avec des responsables au plus haut niveau de notre gouvernement et j'avais dit je leur avais suggéré qu'il faut consacrer, je pense, une journée par semaine pour la relance des investissements. Parfois, vous avez des décisions d'investissement qui sont liées à l'absence d'un papier, à l'absence d'une autorisation d'une administration. Et je crois que c'est important d'accorder cette importance, c'est important de réunir le Conseil supérieur de l'investissement une fois par semaine pour une journée, pour régler tous les problèmes de tous les investissements qui attendent et de tous les investisseurs qui sont en attente. Deuxième chose qui me paraît très importante, nous manquons aujourd'hui de grands travaux et nous manquons de culture dans les grands travaux. Nous avons un ou deux projets que tout le monde connaît, mais on n'avance pas sur les grands travaux. Et dans les périodes de difficulté, dans les périodes de crise, seuls les grands travaux peuvent tirer le reste. Et troisième aspect, je pense, au niveau industriel, je crois qu'il est temps. Moi, je n'arrête pas de dire depuis 2015 qu'il est important d'établir une nouvelle stratégie de développement industriel. Et on ne la voit pas, cette stratégie. On a pratiquement mis fin, on a sanctionné un ministre du gouvernement alors qu'il avait entamé un important travail en matière de transition énergétique. Et aujourd'hui, ces investissements dans les énergies renouvelables et cette sortie du fossile traînent encore. On ne voit pas quelle est la stratégie du gouvernement. Donc ça aussi, c'est une
c'est un élément qui est très important, la poursuite des réformes économiques. Les entreprises publiques, elles sont en train de vraiment mourir de leur belle mort, sans que nous soyons en mesure. Nous avons un large. On sait que les plus grandes entreprises qui ont les plus grandes difficultés sont dans le secteur de transport. Quelles sont les mesures qui ont été prises lors de dernière rencontre sur le secteur de transport? On ne sait pas. Je pense que face à ces difficultés, face à une situation économique assez difficile et assez grave, une crise profonde, le gouvernement, depuis 2 ans, s'est concentré sur les effets de court terme, sur la gestion de court terme, et a totalement ignoré, je pense, les questions de moyen et long terme. Et je crois que c'est important aujourd'hui de régler les problèmes de court terme, de régler le problème de la macroéconomie, de réduire les déficits, mais en même temps, les problèmes de moyen terme, mettre la main dans les questions de moyen et long terme, dans les changements structurels, ne peut que nous aider à régler les problèmes de court terme. Tout à fait d'accord, mais il y a des choses qu'on peut faire sans passer par l'Assemblée. Moi j'ai été au gouvernement, je sais. Réformer aujourd'hui Tunisair, on n'a pas besoin de passer à l'Assemblée. Réformer aujourd'hui la STEG, on n'a pas besoin de passer à l'Assemblée. Aujourd'hui, adopter une nouvelle stratégie de développement industriel, on n'a pas besoin de passer à l'Assemblée. Je crois que c'est... L'Assemblée, il y a les syndicats, il y a les... Oui, mais les syndicats, moi je discute souvent avec l'UGTT et avec l'UTICA. L'UGTT n'est pas contre une réforme sérieuse de Tunisair. L'UGTT n'est pas contre une réforme sérieuse de, je sais pas moi, de la STEG. Personne, au contraire, l'UTICA est demandeur d'une nouvelle stratégie de développement industriel. Donc, moi, je pense très franchement, je ne suis pas en train de minimiser, les difficultés, les contraintes politiques et sociales que nous avons, mais moi je suis d'avis, il y a ce qu'on appelle toujours des stratégies de contournement, on attaque les problèmes qu'on peut régler, et il y a beaucoup de problèmes que le gouvernement peut régler sans passer par l'Assemblée et sans passer nécessairement par des accords avec l'UJTT ou avec l'UTICA. Je prends, et c'est toutes des réformes qui se sont poursuivies. Aujourd'hui, il y a très peu d'intervention de l'État dans le secteur touristique. Le secteur touristique est du fait des entreprises privées, le secteur textile pareil. Donc une grande partie de nos secteurs économiques sont dans les mains du privé. Nouvelles technologies, la digitalisation, l'ensemble de ces nouvelles industries sont dans le main du privé. Je pense que c'est important, je pense qu'il faut appuyer, il faut maintenant régler les problèmes de financement, favoriser le financement, favoriser une prise de risque qui semble manquer du fait d'une inquiétude sur le futur, manquer dans le secteur privé. Vous parlez de Tunisair, par exemple, est-ce que vous êtes favorable à un partenaire, une sorte de partenaire stratégique? Moi je pense, vous savez, moi j'étais au gouvernement en 2014 et je fais partie des gens qui avaient exigé, en contrepartie du soutien de l'État, exigé de la direction de Tunisair de préparer un vrai programme de restructuration. Mais un vrai programme de restructuration, ce n'est pas un programme qui est préparé en interne ou dont la principale conclusion, c'est de nous donner 1000 milliards. Et personne ne peut vous donner 1000 milliards, mais un vrai programme de restructuration préparé par des consultants, par de grands cabinets internationaux qui connaissent l'industrie, l'aviation civile. Et là, je suis prêt à aller. Et il est clair aujourd'hui que Tunisair exige, ou la situation Tunisair, comme beaucoup d'entreprises publiques, exige de vraies réformes, de vraies restructurations et de vrais responsables et managers capables d'opérer les changements nécessaires. Toute négociation commerciale, telle qu'elle soit, elle a un aspect menace et un aspect opportunité. Tout le jeu de négociateurs et de négociateurs avertis, c'est de réduire les menaces et d'augmenter les opportunités.
Le reproche que je fais, c'est un reproche vraiment très virulent, si vous voulez, contre le gouvernement, c'est d'avoir délaissé cette question. Aucune étude n'a été faite. Nous ne savons pas quelles sont les positions que la Tunisie doit défendre dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne. Nous ne savons pas quels sont les intérêts. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'ai entendu l'inquiétude du secteur agricole, j'ai entendu les inquiétudes du secteur pharmaceutique, j'ai entendu l'inquiétude aussi d'un certain nombre de secteurs de services, notamment les avocats, etc. Beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement a pris la peine de voir exactement où sont ces inquiétudes? Comment éventuellement protéger ces inquiétudes dans le cadre d'une négociation? Moi, je crois qu'il y a vraiment un déficit de prise en charge de la part du gouvernement d'une négociation qui me paraît essentielle et qui me paraît cruciale. Et je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je pense que nous avons les compétences nécessaires pour négocier des contrats qui vont dans l'intérêt de la Tunisie. Mais il faut absolument que le gouvernement prenne en charge de manière sérieuse. De manière sérieuse. C'est pas normal aujourd'hui que la personne qui est en charge des négociations de l'ALECA est par ailleurs membre du gouvernement et est en charge d'un des secteurs les plus difficiles de l'action gouvernementale. C'est pas sérieux. On n'a rien vu. On nous promet des études, on nous promet, et tout ça, en fait, l'absence de cette prise en charge, ce déficit de prise en charge de la part du gouvernement, des inquiétudes, fait en sorte que le désarroi, les peurs, les angoisses augmentent et elles s'expriment de manière virulente, comme nous l'avons vu ces derniers jours par un certain nombre d'associations et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt. Nous avons un partenariat stratégique avec beaucoup de partenaires dans l'Europe et je crois que nous n'avons pas besoin que ce partenariat soit... Nous avons nos intérêts à défendre, hein, nous avons nos intérêts à défendre dans tous les domaines. Nous avons également il y a beaucoup de secteurs qui sont bénéficiaires aujourd'hui de l'accord de libre-échange qui a été signé en 1995, qui va prendre le risque de signer un accord pendant une période électorale. Mais monsieur le ministre, on ne vous demande pas de signer un accord, on vous demande de le prendre en charge, on vous demande de faire les études pour nous montrer les menaces, on vous demande de discuter avec les acteurs économiques tunisiens pour comprendre leurs inquiétudes. Et on vous demande de développer une stratégie de négociation. Personne n'est assez fou pour vous demander d'aller signer maintenant. C'est faux. Vous vous trompez. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une négociation commerciale. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prendre en charge ce dossier, d'être sérieux sur ce dossier, de faire les études nécessaires sur ce dossier, de rencontrer ceux qui bénéficient de cet accord de libre-échange, voir comment ils peuvent développer leurs bénéfices, de rencontrer ceux qui ont des peurs et des inquiétudes, voir comment les protéger. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on demande à un gouvernement sérieux qui prend de manière sérieuse les intérêts de ses entreprises, les intérêts de ses concitoyens dans une vraie négociation commerciale. Le premier, bien évidemment, c'est quelle économie à mettre en place, quel système économique à mettre en place. Ça, c'est vraiment le premier thème, le système économique. Le deuxième thème, moi, je pense que c'est le thème de la protection. Les gens aujourd'hui les gens aujourd'hui n'ont pas confiance dans les hommes politiques, et les gens aujourd'hui, compte tenu de la détérioration de la situation de leur situation sociale, etc., les gens cherchent une protection qu'ils ne trouvent pas. Parfois, ils pensent que certaines personnes vont leur amener cette protection parce qu'elles sont présentes avec elles dans le quotidien, à travers des repas, à travers l'œuvre caritative. Moi, je pense que la vraie protection, c'est l'État qui doit la garantir, comme l'État indépendant en Tunisie a garanti cette protection sociale, cette protection contre la maladie, cette protection pour aider les gens à aller dans l'éducation. C'est vraiment quel type de protection nous avons besoin. Et protection sociale, protection sur l'avenir. Et cette protection, je pense que c'est l'État qui doit la prendre.